Bonjour, bienvenue à cet épisode 3 du webcast Biotech Connect. Aujourd'hui, ce sera un épisode en français, mais comme vous le savez peut-être, depuis l'épisode 2, tous les épisodes seront disponibles avec les sous-titres anglais, français et même Klingon. Donc aujourd'hui, nous allons débuter avec la thèse en 3 minutes de Mme Linda Agbo de l'Université Laval. Ensuite, nous allons avoir le commentaire avec M. Benoît Lacoste de Medimab. Puis, notre entrevue principale sera faite avec Mme Ingrid Sabat de la compagnie Brooks Life Science. Restez à l'écoute. Bienvenue. Donc, sans plus tarder, la thèse en 3 minutes de Linda Agbo de l'Université Laval. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de fleurs, d'abeilles, de miel et de cancer. Vous vous demandez certainement c'est quoi le lien entre les fleurs et le cancer. Eh bien, suivez-moi. Mon histoire commence par un fait bien connu. Une personne sur 4 dans le monde recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Cela est généralement dû à des mutations génétiques qui apparaissent dans les cellules de notre organisme. Malheureusement, pour certains types de cancers, il n'existe pas encore de thérapie adaptée. Face à ce problème, je me suis lancé le géant défi, pendant mon doctorat, de mieux comprendre comment les changements d'interaction entre différentes protéines d'intérêt favoriseraient l'apparition de cancer. L'objectif à long terme étant de pouvoir développer des stratégies thérapeutiques basées sur la compréhension de ces changements. Ceci, c'était la version vague de mon projet de recherche. Pour mieux comprendre ce que je fais tous les jours au laboratoire, je vous invite à imaginer une cellule de votre corps comme un jardin. Dans ce jardin, nous avons une ruche. Cette ruche, c'est l'ADN. Nous avons également 3 types de fleurs. Des fleurs roses, jaunes et blanches. Ces fleurs représentent mes 3 complexes protéiques d'intérêt. Ils forment la famille SWACE9 et s'appellent BAF, PBAF et MCBAF. Chacune de ces fleurs est constituée de pétales de la même manière que chacun de mes complexes protéiques est constitué de sous-unités à bromodomaine. Parlons maintenant des abeilles de ce jardin. Les abeilles butinent les fleurs et ont une fonction essentielle précise, fabriquer du miel dans la ruche. Eh bien, dans la cellule, d'autres espèces de protéines interagissent avec mes complexes protéiques pour exercer des fonctions particulières. Cependant, il peut arriver que dans notre jardin, nos pétales soient mutés. Ces mutations peuvent entraîner un changement de couleur ou une modification de structure. Par conséquent, les abeilles seraient plus ou moins attirées par les fleurs et vont ainsi changer leur habitude de butinage. Ceci pourrait se répercuter sur la production de miel et mener à l'anarchie dans la ruche et donc dans le jardin. Nous avons émis la même hypothèse pour nos cellules. Les mutations les plus récurrentes, retrouvées chez des patients cancéreux, changent la structure ou la présence des sous-unités à bromodomaine de mes 3 complexes protéiques, ce qui pourrait augmenter ou diminuer leur interaction avec les protéines habituelles. Ces changements d'interactants pourraient donc favoriser le développement d'un cancer. Pour démontrer tout ceci, j'utilise une superbe technique de protéomique de nouvelle génération qu'est la biotinylation de proximité. Je marque les interactants de mes sous-unités à bromodomaine avec de la biotine afin de pouvoir les identifier. Dans le jardin, cela équivaudrait à utiliser la présence de pollen sur les abeilles pour identifier celles qui butinent mes 3 types de fleurs. Enfin, c'est en comparant ma liste d'abeilles qui butinent les fleurs normales à ma liste d'abeilles qui butinent les fleurs mutées que je pourrais identifier mes potentiels suspects, ces fameux changements d'interactants dont je vous parle depuis environ 150 secondes. Pour résumer, en comparant les interactants en conditions cancéreuses versus ceux en conditions non cancéreuses, je pourrais comprendre le rôle fonctionnel de mes sous-unités à bromodomaine dans les cellules et l'impact de leur mutation dans le développement des cancers. Tout ceci, bien sûr, dans le but de développer des stratégies thérapeutiques basées sur la compréhension de ces changements. Merci. Donc, on est de retour suite à la thèse en 3 minutes avec le commentateur Benoît Lacoste de la compagnie Medimab. Salut Benoît. Bonjour Guillaume. Donc, une thèse vraiment, en fait, une présentation de thèse vraiment intéressante. Oui, vraiment sous l'angle de la vulgarisation scientifique. Et dans le fond, j'ai bien aimé la thèse en général. J'aurais aimé savoir aussi, peut-être un peu plus profondément, c'est quoi les limitations de la technique qu'elle a utilisée, puis de quelle façon, une fois qu'elle avait déterminé les interactions, elle pouvait confirmer si l'interaction qu'elle suspectait avait bien lieu. Maintenant, c'était vraiment super. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, 2 choses. Côté présentation, j'ai vraiment adoré la métaphore qui a duré de A à Z tout le long de la thèse. Puis deuxièmement, côté scientifique,
J'ai été surpris. Moi, je n'ai jamais étudié vraiment en cancérologie, donc j'étais surpris de voir que le cancer peut être causé par d'autres choses que des cellules carrément impliquées dans le milieu du cycle cellulaire, là. Donc, ça peut être causé par l'interaction protéine-protéine suite à la modification d'une certaine protéine. Mhm. Donc, ça, j'en ai appris pour ça. Comme je dis, le fait de maintenir la vulgarisation jusqu'au point, ça ramène aussi un peu le point que j'aimais bien de l'importance de la vulgarisation en tant que scientifique, là, de le faire dans les mondes, dans les gens qui nous entourent. Là. Toujours un peu expliquer notre projet en trouvant quelque chose que les gens vont comprendre. Même si c'est très technique, là, au final, elle a bien montré, on a bien compris c'était quoi la technique qu'elle a utilisée avec une belle image, dans le fond. Maintenant, toi, je pense après, il y a encore un invité qui vient. C'est qui? Oui, maintenant, dans la capsule, on est rendu au moment où je vais recevoir Ingrid Sabat de la compagnie Brooks. C'est tout de suite après ceci. Comme je le disais, je suis avec mon invité Ingrid Sabat. Bonjour. Bonjour Guillaume. Qui travaille pour Brooks Life Sciences. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, toi, quel est ton rôle? Quel est premièrement ton titre? J'aime ça toujours comparer les titres des gens qui travaillent, puis face à qu'est-ce qu'ils font en réalité pour leur compagnie. OK. Le titre officiel, c'est directrice du développement des affaires pour la division sciences de la vie. Et ce que ça fait en réalité, c'est que en fait, on accompagne nos partenaires, nos clients pour la gestion de projets, pour l'élaboration de protocoles et pour du stockage d'échantillons ou des analyses de laboratoire. On fait ce qu'on appelle du service de gestion des échantillons. Est-ce que ça vise un petit peu plus les entreprises privées ou les labos académiques là, font partie de vos clients? C'est sûr que nos plus gros clients sont au niveau des entreprises privées, donc les biotech, les pharma, mais on a beaucoup de collaborations avec les laboratoires en recherche pour les aider à se structurer. Donc, en fait, les laboratoires de recherche, c'est beaucoup d'étudiants, c'est beaucoup de personnel qui change d'un cycle à l'autre. L'étudiant qui gradue, qui part, qui a des échantillons dans un frigo, dans une boîte X non identifiée. Et un an plus tard, quelqu'un a besoin de place dans un frigo, ils font le ménage et ils trouvent toutes sortes de choses. Ouais, coupable. On a plusieurs universités, en fait, qui nous ont demandé d'agir comme consultants. Et on va sur place, on ouvre tous les frigos et on les aide justement à faire un tri. Donc, est-ce que c'est des échantillons qui ont été identifiés? Est-ce que c'est des échantillons où on sait que le frigo, par exemple, ne peut pas tomber en panne durant les derniers mois? Et par la suite, on dresse une liste. Donc, voici la probabilité que cet échantillon-là ait une intégrité conforme à ce qu'on s'attend, ou un échantillon où on n'est pas trop sûr, donc on peut faire des analyses contrôle qualité. Ah, OK. Pour évaluer est-ce que c'est de l'ADN qui est encore utilisable, par exemple. Et par la suite, on peut redéfinir comment le frigo doit être réarrangé pour maximiser, par exemple, l'espace vertical. Donc, on peut facilement réorganiser pour qu'il y ait autour de 60 000 échantillons, par exemple, dans un moins 80 de laboratoire. Ben, vous avez... OK. Est-ce que c'est juste un service d'aide ou vous avez vraiment aussi quand même des équipements, des accessoires pour aider à bien organiser, là? Si je peux partager mon écran. Oui, allez-y. Si on regarde les services de la compagnie de façon globale, c'est donc à gauche les grosses unités, comme j'ai mentionné, qui permettent de structurer. Donc des centres de recherche, des instituts qui montent des biobanques, qui veulent avoir une visibilité en tout temps de leurs échantillons, peuvent commander des unités comme celle à gauche, donc soit des frigos géants qui sont robotisés. Et à ce moment-là, tous les échantillons qui rentrent là-dedans ont une place, ils sont assignés à un rack et l'ordinateur en avant est comme un LIMS, donc il permet d'avoir accès à toute la collection, le nombre de microlitres qu'il y a par tube, l'identité de l'échantillon et autres.
On a la même chose pour des cuves d'azote liquide avec un bras robotique qui va rentrer dans l'azote et qui va aller chercher une boîte et qui va la sortir dans une unité portable. Donc, en fait, c'est la petite boîte ici à droite. Donc, ça, c'est contenir de l'azote liquide pendant 4 heures. La boîte qui sort de la cuve d'azote rentre dans la petite boîte portative et permet de transporter des échantillons. Donc, c'est un autre service qu'on offre. Donc, on peut gérer le transport de ces échantillons-là, par exemple, pour des études qui sont multicentriques d'un site à l'autre. Notre département qui gère les échantillons est habitué à gérer des milliers de frigos. C'est impressionnant, ça. J'en ai vu déjà dans des rangées de 10, là, mais pas comme ça. Donc, nous, ça, c'est un des sites. C'est 1/10 du site. On a 8 sites à travers le monde, dont un à Montréal, où on a justement des frigos qui permettent de stocker des échantillons de -20, -80 dans l'azote liquide et à température pièce. Et tout est contrôlé. Donc, on capte la température aux 10 secondes. On a des sondes sur chaque frigo. On a des multiples redondances au niveau des plans de contingence. Donc, s'il y a un frigo qui lâche, il y en a toujours un autre qui est disponible pour qu'on transfère tous les échantillons. Et c'est un peu ça qu'on peut aller faire dans les laboratoires. Donc, c'est les structurer d'une façon à, optimiser l'espace, parce que souvent, on a des frigos dans les corridors, des frigos qui sont dans un sous-sol où ça peut tomber en panne. Puis, on a eu des appels d'instituts comme ça où il y a eu un gros bris, ils ne pouvaient pas mettre en marche leur génératrice, par exemple. Et là, ils étaient pris, il fallait transporter d'urgence le matériel. Mais c'est le genre de service qu'on peut faire. On a dans notre entrepôt en permanence de la glace sèche et des frigos disponibles pour un cas d'urgence comme ça. On a des clients qui ont des biobanques d'échantillons de grosses universités canadiennes et qui veulent s'assurer d'avoir un double. Donc, ils nous envoient leurs duplicata des collections les plus importantes. Et nous, on les garde dans nos congélateurs et on peut leur soumettre des rapports qui montrent que l'échantillon a toujours maintenu telle température, l'intégrité n'a jamais été compromise. Donc, c'est un peu ce qu'on fait au niveau de la gestion des échantillons. Dans le fond, on se spécialise dans la gestion des échantillons, mais ce qu'on fait aussi très bien, c'est des services d'analyse de laboratoire. Donc, en fait, on travaille avec tant les industries que le niveau académique pour extraire de l'ADN, de l'ARN, faire des analyses génétiques, moléculaires. On peut même séquencer, générer des plasmides. On travaille beaucoup un peu comme les IDT de ce monde et les Thermo Fisher de ce monde, où on va synthétiser des séquences, on va cloner. Mais des fois, c'est des laboratoires qui nous contactent parce que souvent, ils ont des plateformes à l'interne de séquençage. Mais par exemple, il y a un bris d'équipement, donc le séquenceur n'est plus disponible. OK. Il y a un projet, puis il se retrouve à devoir séquencer 100 échantillons par jour, puis ils sont pas prioritaires au niveau de la... Ah, je comprends. OK, je comprenais pas exactement, parce que c'est sûr que pour un laboratoire académique, ça coûte cher, mais pour une plateforme, de vous utiliser, encore une fois, en cas d'urgence, donc il faut avoir vos contacts. C'est ça, j'imagine, un petit peu ton rôle. C'est de te faire connaître pour savoir que ça, vous êtes là en cas de besoin. Là. Absolument. Puis même pour des projets, tu sais, des projets en démarrage, dépendamment de la sorte d'analyse qu'on cherche à obtenir, des fois, c'est pas disponible à l'interne ou c'est pas disponible à proximité. Donc, c'est un peu mon rôle, c'est de sensibiliser les universités un peu pourquoi on s'est inscrit au show de Biotech Connect, de nous faire connaître puis de comprendre aussi
les différents instituts cherchent à effectuer quelle sorte d'analyse, parce qu'on a, on a aussi un gros volet au niveau cellulaire, donc que ce soit de la génération de lignées cellulaires ou des hybridomes, des caractérisations de ce qu'on appelle des master cell banks. Donc, ben parfait, oui, merci beaucoup d'avoir fait le tour comme ça de ta compagnie. Puis maintenant, ben, en fait, on est rendu dans la partie connexion de Biotech Connect. Donc, c'est le temps de parler un petit peu plus de toi. Dans le fond, c'est ce que cette crise nous permet de faire, c'est en fait, c'est comme on est un petit peu, certains d'entre nous sont sur pause. Je ne sais pas si toi, tu es bien occupé ces temps-ci pour le travail. Comment ça se passe? Bien, on est sur pause comme tout le Québec, comme tout le monde. Nous, on est quand même bien installés et équipés pour travailler de la maison. Donc, on a accès avec l'intranet à tous les outils de la compagnie sans nécessairement être au bureau. Et on a été classé service essentiel. Donc, nous, on continue à opérer. Ben, c'est sûr que les échantillons, faut continuer à les maintenir. Oui, bien, c'est ça. Donc, nos opérations sont réduites. On est quand même affecté par la COVID-19 dans le sens où on a moins de personnel parce qu'on doit maintenir la distanciation sociale. Donc, la gestion des échantillons est au ralenti. Les demandes de retrait ou de transfert des échantillons peut prendre un peu plus longtemps à être comptabilisées, mais nos opérations sont maintenues. On est tous des scientifiques pour faire ce genre de métier-là, mais on est des scientifiques qui sont rendus hors du laboratoire. Mais toi, Ingrid, tu as fait beaucoup d'années dans un laboratoire. Oui. Donc, as-tu une petite anecdote de quelque chose qui s'est passé dans un laboratoire, quelque chose de mémorable? Bien, honnêtement, c'est une coïncidence que maintenant, je travaille dans une compagnie qui gère des échantillons puis qui gère du stockage et du répertoriage et inventorier des échantillons. Mais j'ai travaillé dans un laboratoire que je ne peux pas nommer. Et on a trouvé des échantillons très infectieux sur une tablette, pas dans une boîte. C'était des cellules contaminées, en fait? Je peux pas dire la nature de l'événement, mais c'était dangereux de trouver ces viales dans un moins 80 sans aucune protection. Et ça a fait en sorte que pas juste l'Institut, c'est tout le campus qui a fermé. Oh! OK, c'était quelque chose vraiment majeur. Hein? Assez indéterminé, le temps que les autorités viennent inspecter, s'assurent qu'il n'y a pas eu de risque de contamination. Et c'était tout bête. En fait, ils voulaient justement ils faisaient du ménage dans un des frigos. C'était du vieux stock qui s'est avéré très, très dangereux, très infectieux. Ça, c'est le genre d'anecdote que j'imagine tous les gens qui étaient à cette institution-là, à cet endroit-là, ont jamais su pourquoi ils avaient été évacués cette journée-là. Mais pas tous. Les privilégiés qui avaient de l'information du directeur du centre ont fini par comprendre pourquoi. Mais soudainement, on a su quand même que c'était conformité brisée ou problématique parce que à partir de ce jour-là, il fallait maintenir à jour un log de tous les échantillons qui rentrent. Ça prend toujours quelque chose comme ça pour apprendre de nos erreurs. Puis c'est comme les leçons du COVID-19, on n'a pas fini d'en voir les répercussions. Là. Tout va changer. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir plus souvent l'autorisation de faire du télétravail à partir de maintenant. Mais je pense que c'est important. Puis on s'en va vers là avec tous les outils technologiques qui sont à notre disposition. On est capable de travailler de la maison. C'est franchement agréable, en fait. Il n'y a pas de trafic. Oui, c'est ça. Puis là, on n'a encore pas d'idée quand on va pouvoir recommencer à se voir en vrai. En tout cas, j'espère que ça disons que j'ai très hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de sortir. J'avais des belles sorties.
J'avais des beaux événements dans l'Ouest canadien, là, puis ça implique l'avion, donc c'est vraiment difficile de savoir si je le fais ou non avec l'implication d'acheter un billet d'avion, la réservation de toutes les salles. C'est dans l'Ouest canadien au mois de juin. Parce que tout ce qui est avant ça, c'est déjà annulé, bien entendu. Là. Et moi, j'ai dû annuler une conférence à laquelle j'assistais et malheureusement, la politique des compagnies aériennes est très restrictive, donc je me suis fait créditer. Là, tu viens de mettre le point sur quelque chose. Là. Je ne vais pas je veux pas te couper, mais tu es la cliente qui est venue dans des shows de Biotech Connect la plus malchanceuse avec des vols de loin. Là. Oui, j'ai eu mon lot de mes aventures, souvent à cause des intempéries. Je me souviens d'avoir eu plusieurs appels, plusieurs emails de suite de toi que mon vol est retardé de 2 heures, donc je vais attendre. C'est encore retardé de 2 heures, donc je vais attendre. Mais après 4, 5, 6 heures à l'aéroport, ben, je pense que je vais aller dormir à la maison. Là. On voit peut-être pour les événements de demain. Un jour, la météo est mauvaise à l'aéroport de ton départ, mais le lendemain, c'est à l'aéroport d'arrivée qui était le problème. Donc, ça finit qu'on ne t'a jamais vu. En fait, tu m'as demandé une anecdote. Ça, c'est une des anecdotes que je raconte le plus souvent. Pour vrai? En fait, c'était le jour de mon 40e anniversaire. J'étais à l'aéroport. Je suis jamais sortie de l'aéroport. Et le lendemain matin, le vol était complètement annulé parce que justement, l'aéroport qui nous recevait ne pouvait plus nous recevoir à cause de la neige, de la tempête. Mais en plus, c'est un anniversaire, puis en plus, un anniversaire symbolique, là, c'est particulier. C'était pas la plus belle journée. Avec ma famille, mais j'étais à l'aéroport. Ben c'est bon. On a fait pas mal de tours. On a eu pas mal de jasettes. La seule chose qui va rester à faire, c'est avec toi, on va faire les questions du chapeau. Question du chapeau de Biotech Connect, c'est que j'ai une série de petites questions qui sont préécrites, puis j'en tire une ou deux au hasard, puis en fait, on va voir comment tu te débrouilles avec ça. OK. Toi, est-ce que tu as quand tu fais une grosse semaine de travail, puis tu es rendu le vendredi soir ou le samedi, est-ce que tu as comme un type de récompense, là, tu sais, un petit treat que tu te permets là, quand tu l'as bien mérité? Là? Même sans bien le mériter. Un vendredi, c'est toujours un repas avec une bouteille de vin, un film ou une série télé. Ça prend quelque chose pour finir la semaine. Hein? Oui, absolument. C'est intéressant, cette structure de semaine avec fin de semaine. Là. Je ne sais pas qui a inventé ça, là, mais... Je sais pas, mais le vendredi avec une bouteille de vin, ça, c'est rendu un rituel. Puis si c'est vraiment une bonne récompense, ben on peut aller chercher une bouteille de vin un peu plus... OK, on y va pas dans le nombre, mais dans la qualité. Dans la qualité. OK, je comprends. Une question qui n'est jamais sortie encore du chapeau. Si, disons, vite comme ça, là, je ne vais pas te donner trop de temps pour réfléchir, mais si tu gagnes 10 millions de dollars, là, toi, là, qu'est-ce que tu ferais, là, rapidement comme ça? Ben, moi, j'irais avec, c'est sûr, les priorités puis les soucis de tout le monde. Là. J'irais... OK, on règle les dettes en premier? On règle l'hypothèque, l'auto, on sécurise les REE pour les enfants. Tu peux payer toute ta maison, puis il va te rester beaucoup, beaucoup de monnaie. Là. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Ben, j'en donnerai, c'est sûr, à toute ma famille. Et je partirai mais si on est en confinement, ça ne marcherait même pas. Non, on parle plus du confinement. C'est trop moche. Mais oui, je partirai puis je ferai le tour du monde. Ah oui, absolument. Ben oui, mais écoute, c'est sûr que le monde va réouvrir, là, puis tu vas pouvoir le faire. Je ne sais pas si on va jamais revenir à ce qu'on connaissait avant, parce que c'est le premier virus qui a frappé globalement et si rapidement partout. Mais en tout cas, je te le souhaite que ça se remette, puis aussi, je te souhaite le 10 millions, parce que ça, c'est la première étape. Oui. Numéro gagnant, tu les partageras. Oui, exactement. C'est sûr que... Je vais partager mon billet avec toi. Ça marche. C'est génial. Ça, c'est la bonne réponse. Ça marche. Mais là-dessus, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te remercie d'avoir voulu participer à une de ces premiers épisodes francophones du webcast Biotech Connect.
Puis, je te souhaite un excellent confinement. Je sais que tu as une petite famille, donc santé et amusez-vous bien tous ensemble pendant qu'on est un petit peu plus à la maison. Ça fait plaisir. Et vous aussi, soyez prudents. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.